Le chaos régnait en maître dans la salle de jeu luxueuse et aseptisée de cette villa milanaise, transformée désormais en une clinique privée de métal froid. Le petit Léo, 6 ans de pure frustration, fracassait ses jouets coûteux contre le mur, hurlant d'une voix gutturale qui lui déchirait la gorge, incapable d'entendre son propre vacarme désespéré. 2 spécialistes en blouse blanche tentaient vainement de le contenir, mais l'enfant ruait avec la force de celui qui se sent piégé, terrorisé, par ce silence soudain qui l'avait englouti. Ricardo, son père, observait la scène depuis le seuil pétrifié, les larmes aux yeux, se sentant l'homme le plus impuissant du monde malgré ses millions. Personne ne parvenait à le calmer. Même les sédatifs semblaient inefficaces sur cette fureur déclenchée par la peur du noir acoustique. C'est alors que Sofia, la vieille gouvernante aux mains marquées par le travail et le temps, entra dans la pièce en ignorant les protocoles médicaux et l'étiquette rigide de la maison. Sofia ne chercha pas à parler. Elle savait que les mots étaient désormais inutiles pour le petit Léo. Elle s'agenouilla simplement sur le marbre froid, en plein milieu de la tempête de jouets brisés, et posa fermement ses paumes sur le plancher en bois vibrant, invitant l'enfant à faire de même. Avec un instinct maternel qu'aucun doctorat ne pouvait enseigner, elle commença à battre un rythme lent et cadencé. Une percussion basse et profonde qui résonnait à travers les lattés du parquet directement dans les os. Léo s'arrêta, étourdi, sentant ses vibrations remonter le long de ses bras. Ses grands yeux remplis de larmes rencontrèrent le regard doux de Sofia. En un instant qui parut durer une éternité, l'enfant s'effondra dans les bras de la femme, trouvant enfin un langage qu'il pouvait encore comprendre, la chaleur humaine. Ricardo s'écroula contre le cadre de la porte, témoin d'un petit miracle qu'aucun scientifique n'avait réussi à accomplir. Si cette scène vous a touché le cœur et que vous croyez en la force des liens qui dépassent les mots, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne. Peu importe d'où vous nous écoutez, que ce soit du tumulte d'une grande ville ou de la quiétude de la campagne, laissez un commentaire ci-dessous en nous disant votre ville ou votre pays. Nous voulons créer une grande famille unie par ces histoires émouvantes. Votre abonnement est le premier pas pour ne pas manquer la suite de ce drame intense. Merci d'être ici avec nous. Cette villa au cœur de Milan, chef-d'œuvre de design minimaliste, aurait dû être un nid d'amour, mais elle s'était transformée en une cage dorée, enveloppée d'un silence innaturel. Les murs de verre, qui vibraient autrefois des rires de Léo et d'une musique constante, ne reflétaient plus que des ombres longues et solitaires. Riccardo Moretti, 48 ans, était l'un des producteurs de musique les plus vénérés d'Italie, un homme qui avait bâti un empire sur la perfection du son, capable de distinguer une imperfection de fréquence dans une symphonie complexe. Mais l'ironie cruelle du destin l'avait frappé en son point le plus vulnérable. Son fils perdait l'ouïe, glissant jour après jour dans un abîme sans son, tandis que lui, le roi de la musique, ne pouvait rien faire pour arrêter cette chute inexorable. Ricardo passait ses nuits dans son studio insonorisé, fixant les écrans éteints, tourmenté par la culpabilité. Son élégance habituelle avait disparu, remplacée par des vêtements froissés et une barbe naissante qui trahissait son état mental dévasté. Pour lui, la surdité progressive de Léo n'était pas seulement une maladie, c'était une torture psychologique raffinée, un affront direct à sa propre identité. Il faisait une confiance aveugle aux médecins, dépensant des fortunes en consultations internationales, cherchant désespérément une cause génétique ou auto-immune justifiant ce déclin rapide et agressif. Pourtant, aveuglé par la douleur et le désespoir, Ricardo ne réalisait pas que la véritable dissonance dans sa vie ne provenait pas des oreilles de son fils, mais de quelqu'un de beaucoup plus proche, quelqu'un qui dormait dans son propre lit. Mais il y avait quelque chose qui échappait aux rapports médicaux et aux analyses sophistiquées, un détail obscur qui flottait dans l'air stérile de la maison, comme un gaz inodore. Sofia, qui servait la famille Moretti depuis des décennies et avait vu naître Léo, sentait une boule au ventre chaque fois que la nouvelle maîtresse de maison entrait dans la chambre de l'enfant. La vieille gouvernante avait appris à lire les gens non pas par leurs titres, mais par leurs gestes invisibles, et il y avait une froideur calculée dans les mouvements de cette dame qui lui glaçait le sang. Vous découvrirez bientôt que l'intuition d'une femme simple peut être plus précise qu'une IRM, et que le mal porte souvent le masque de la bienveillance la plus dévouée. L'état de Léo était déchirant. Ce qui avait commencé comme une simple difficulté à entendre les chuchotements ou le volume de la télévision un peu trop fort
était devenu en quelques mois un isolement presque total. L'enfant vivait dans un monde ouaté et confus, où les lèvres des gens bougeaient sans émettre de son, transformant chaque interaction en une lutte frustrante. Il s'était renfermé sur lui-même, refusant de sortir, honteux de ne plus comprendre ses petits amis. Les meilleurs otologues d'Europe parlaient d'une neuropathie auditive idiopathique fulgurante, un terme élégant pour dire qu'ils n'avaient pas la moindre idée de la raison pour laquelle un enfant en bonne santé devenait sourd si rapidement. Dans ce décor de douleur brillait la figure apparemment angélique d'Isabella Conti, la seconde épouse de Riccardo. À 38 ans, avec un passé de pharmacienne experte et une beauté sereine et rassurante, elle semblait être la bouée de sauvetage de la famille. Isabella avait rapidement appris la langue des signes, s'était imposée comme la seule interprète fiable entre père et fils et gérait avec une précision maniaque chaque aspect du régime et des soins de Léo. Aux yeux de Riccardo, elle était une sainte qui s'était chargée d'une tragédie qui n'était pas la sienne avec un amour infini. Personne ne pouvait soupçonner que derrière ce sourire doux et cette compétence médicale se cachait une âme noire comme la poix, mue par un ressentiment glacial envers cet enfant qui n'était pas le sienne. Chaque soir, avec une ponctualité suisse frôlant l'obsession, Isabella exécutait un rituel qu'elle appelait le nettoyage thérapeutique. Elle soutenait que pour ralentir la dégénérescence, il était essentiel de maintenir le canal auditif parfaitement propre et hydraté avec une huile spéciale qu'elle préparait elle-même dans son laboratoire privé à la maison. « C'est une formule naturelle, Riccardo, fais-moi confiance », disait-elle d'une voix suave, en versant avec un soin méticuleux des gouttes dans l'oreille du petit Léo qui gémissait faiblement de gêne. Riccardo la regardait avec gratitude, convaincu que ces gouttes étaient la seule barrière entre son fils et le silence éternel, ignorant qu'il assistait à la lente exécution de l'enfant qu'il aimait plus que sa vie. Sofia observait tout cela depuis la pénombre du couloir, serrant le chiffon à poussière entre ses mains jusqu'à s'en blanchir les jointures. Elle n'aimait pas la façon dont Isabella fermait la porte à clé durant ces séances, ni la manière dont l'enfant semblait toujours plus étourdi et désorienté le matin suivant ce traitement. Il y avait un air de triomphe mal dissimulé dans les yeux de la belle-mère quand elle annonçait au petit déjeuner que, malheureusement, l'audition de Léo a encore un peu baissé aujourd'hui. Sofia n'avait pas de preuves, seulement le pressentiment viscéral de celle qui a élevé cet enfant comme s'il était son petit-fils, et une promesse silencieuse faite à la défunte mère de Léo, le protéger à tout prix. Ce soir-là, l'atmosphère dans la villa était particulièrement lourde. Riccardo s'était effondré sur le canapé, épuisé, tandis qu'Isabella descendait les escaliers avec le flacon en verre foncé entre les mains après avoir mis Léo au lit. « Il s'est endormi tout de suite, pauvre ange », murmura-t-elle à son mari, lui caressant la tête avec une tendresse qui parut vénéneuse à Sofia. Isabella posa le flacon sur la table en cristal et pendant une fraction de seconde, pensant ne pas être observée, son visage changea. Le masque d'inquiétude tomba, laissant place à un sourire subtil, presque imperceptible, de pure satisfaction. Sofia, qui débarrassait en silence, saisit cette micro-expression et sentit un frisson froid lui parcourir l'échine. « Mon Dieu, pensa-t-elle, que se passe-t-il dans cette chambre? Si vous vous demandez jusqu'où peut aller la méchanceté humaine masquée en amour, préparez-vous, car ce que Sofia est sur le point de découvrir va vous faire bouillir. Le sang, la bataille entre le bien silencieux d'une domestique et le mal calculé d'une belle-mère est sur le point de commencer, et l'enjeu est la vie d'un enfant innocent. Je vous demande gentiment de laisser un j'aime à cette vidéo pour nous donner la force de raconter cette histoire difficile. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, en vous protégeant toujours de ceux qui portent des masques trompeurs. La routine du soir chez les Moretti était devenue un mécanisme pervers et inarrêtable. Isabella continuait ses soins amoureux, s'enfermant dans la salle de bain avec Léo pour cette hygiène soi-disant nécessaire, tandis que les cris étouffés de l'enfant étaient couverts par le bruit de l'eau courante. Riccardo, de plus en plus déprimé et dépendant émotionnellement de sa femme, se convainquait que la résistance de son fils n'était qu'un caprice dû à la maladie. Il ne voyait pas le regard de terreur pure que Léo lançait au flacon de verre sombre, ni ne remarquait comment les mains d'Isabella serraient avec trop de force le bras frêle de l'enfant. Sofia, elle, voyait tout. Ses yeux ne perdaient pas un détail, alimentés par un soupçon qui lui ôtait le sommeil et lui brûlait l'estomac comme un acide corrosif. Un matin gris et pluvieux,
typique de l'automne milanais, le destin offrit à Sofia la preuve qu'elle craignait de trouver. Alors qu'elle nettoyait la salle de bain principale, elle remarqua qu'Isabella avait laissé le précieux flacon du médicament. Miracle, légèrement dévissé sur le plan de travail en marbre de Carrare immaculé. À côté du flacon, il y avait une petite tache, une zone opaque et rugueuse où une goutte était tombée et n'avait pas été essuyée. Sofia passa le chiffon, mais la tache ne partait pas. La surface polie de la pierre avait été littéralement corrodée, rongée comme si de l'acide sulfurique y était tombé. Sofia porta la main à sa bouche, horrifiée. Si cette substance était capable de brûler le marbre le plus dur, que faisait-elle à la peau délicate et aux nerfs internes de l'oreille d'un enfant de 6 ans? Le cœur de Sofia battait la chamade, menaçant d'exploser dans sa poitrine. Elle devait parler, elle devait arrêter cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle ne savait pas qu'Isabella, astucieuse comme une vipère, l'avait observée dans le reflet du miroir du couloir pendant qu'elle fixait la tache avec horreur. La belle-mère avait immédiatement compris que la vieille gouvernante devenait un danger concret pour son plan parfait. Alors que Sofia courait chercher Ricardo dans son bureau, Isabella tissait déjà sa toile de mensonges, préparant le terrain pour le coup final qui éliminerait le seul obstacle restant entre elle et le contrôle total de la famille et du patrimoine. Personne ne pouvait imaginer à quel point cette femme s'abaisserait pour protéger son secret. Sofia fit irruption dans le bureau de Ricardo, le souffle court, oubliant toute formalité. « Monsieur, je vous en prie, vous devez m'écouter !» s'exclama-t-elle d'une voix tremblante de qui porte un fardeau insupportable. Ricardo leva les yeux, irrité par l'interruption. « Sofia, qu'y a-t-il encore? Je travaille !» répondit-il froidement. Avant que Sofia ne puisse expliquer l'histoire de la tache sur le marbre, Isabella entra dans la pièce avec une élégance glaciale, tenant à la main un vieux bracelet en argent qui appartenait à la défunte mère de Léo. « Chérie, » dit Isabella d'une voix douce mais ferme, « je suis désolée de te déranger, mais j'ai trouvé ceci dans le sac de Sofia. Je crois que notre chère gouvernante commence à perdre la tête, ou peut-être pire, qu'elle profite de notre distraction. » Ricardo regarda le bracelet, puis Sofia, le visage tordu par la déception. C'était un mensonge éhonté, construit avec art. Sofia écarquilla les yeux, incrédule face à tant de méchanceté. « Ce n'est pas vrai, monsieur, je n'y ai jamais touché. Elle ment, elle fait du mal à Léo. Cette huile brûle le marbre. » hurla Sofia, essayant désespérément de se défendre. Mais Isabella secoua la tête avec un sourire triste, comme si elle regardait une parente malade mentale. « Tu vois, Ricardo, elle délire. Elle invente des histoires absurdes sur l'huile curative pour couvrir ses vols. C'est peut-être la démence sénile, ou peut-être juste de la jalousie. Nous ne pouvons plus lui faire confiance avec Léo à la maison. » Les paroles d'Isabella étaient des lames affûtées, plantées avec une précision chirurgicale dans les points faibles d'un père épuisé. La sentence fut rapide et impitoyable, une injustice qui criait vengeance au ciel. Ricardo, manipulé et confus, se leva et montra la porte. « Sofia, vous êtes renvoyée. Préparez vos affaires et partez immédiatement. Je ne veux pas appeler la police par respect pour les années passées, mais je ne veux plus jamais vous voir. » Sofia sentit ses jambes se dérober. Elle essaya de supplier, de le regarder dans les yeux, mais il avait déjà détourné le regard, retournant à ses moniteurs. Isabella resta là, immobile, avec une expression de triomphe si subtile que seule Sofia put la saisir. Chassée de la maison dont elle avait pris soin pendant 20 ans, Sofia se retrouva sur le trottoir sous la pluie battante, avec ses quelques affaires dans une valise et l'image déchirante de Léo qui la regardait depuis la fenêtre du premier étage, ses petites mains pressées contre la vitre. Avec la seule protectrice de Léo hors jeu, la situation dans la maison s'aggrava radicalement. Les semaines suivantes furent un cauchemar silencieux. Sans la présence vigilante de Sofia, Isabella intensifia les doses de son poison. La perte d'audition de Léo s'accéléra de façon effrayante. L'enfant cessa complètement de réagir au son, s'enferma dans un mutisme absolu et commença à perdre du poids, visiblement. Ricardo était désespéré, mais Isabella le consolait en disant que c'était le cours naturel de la maladie rare et qu'ils faisaient tout leur possible. La villa, autrefois pleine de vie, était devenue un mausolée froid où la seule maîtresse était une femme qui souriait tout en détruisant la vie d'un enfant. Mais il ne savait pas que l'amour véritable ne capitule pas face à un licenciement. Sofia, pendant ce temps, vivait dans un petit appartement en banlieue, rongé par l'angoisse mais pas vaincue.
Elle ne parvenait pas à dormir, hantée par le souvenir de cette tache sur le marbre et par les yeux tristes de Léo. Elle savait qu'elle était innocente, et elle savait que Léo était en danger de mort. « Ça ne finira pas comme ça », se murmurait-elle en regardant une vieille photo de l'enfant. Elle décida que si la loi ne pouvait pas l'aider, elle devrait agir seule, dans l'ombre. Elle devait obtenir une preuve irréfutable, quelque chose que même l'éloquence venimeuse d'Isabella ne pourrait démentir. Elle commença à surveiller la villa de loin, cachée dans les buissons du parc public d'en face, attendant le moment parfait pour agir, risquant tout, même la prison. L'occasion se présenta un jeudi après-midi, quand Isabella sortit avec sa voiture de sport pour un rendez-vous chez le coiffeur, laissant le portail de service entrouvert pour le jardinier. Sofia savait que Ricardo était au studio avec son casque et n'entendrait rien. Le cœur au bord des lèvres, elle s'infiltra dans le jardin qu'elle connaissait par cœur, évitant les caméras de sécurité comme un fantôme. Elle entra par la porte de la cuisine, son ancien royaume, et monta les escaliers sur la pointe des pieds, priant pour que Léo ne la voie pas afin de ne pas l'effrayer. Son objectif était la salle de bain principale. Elle devait prendre ce liquide. Elle tremblait comme une feuille, consciente que si elle était découverte, ce serait la fin définitive. En entrant dans la salle de bain, elle trouva le flacon maudit dans l'armoire à pharmacie. Les mains moites de sueur froide, elle sortit de sa poche un petit récipient stérile et un coton-tige, objet qu'elle s'était procuré grâce à son neveu, technicien de laboratoire. Elle préleva une quantité généreuse de cette huile dense et inodore, scellant l'échantillon avec un soin maniaque. Elle était sur le point de sortir quand elle entendit le bruit d'un moteur dans l'allée. Isabella était rentrée plus tôt. La panique la saisit. Sofia se cacha derrière le rideau de douche, retenant son souffle, tandis que les pas des talons aiguilles d'Isabella résonnaient dans le couloir, se rapprochant de plus, en plus de la porte de la salle de bain. Elle était piégée, avec la preuve du crime en poche et l'ennemi à quelques mètres. Par miracle, Isabella entra seulement pour retoucher son rouge à lèvres et ressortit aussitôt, ignorante de la présence de l'intruse. Sofia se glissa hors de la maison comme un voleur, le cœur martelant ses oreilles, et courut directement au laboratoire où travaillait son neveu Marco. « Analyse ça tout de suite, je t'en prie, » lui dit-elle, les larmes aux yeux. « Dis-moi ce qu'il y a dedans. La vie d'un enfant en dépend. » Marco, voyant l'état de sa tante, accepta sans poser de questions. Les heures d'attente furent une agonie interminable. Sofia faisait les 100 pas dans la salle d'attente, priant tous les saints qu'elle connaissait. Quand Marco sortit, son visage était pâle, l'expression de celui qui vient de voir un fantôme. « Tante, où as-tu trouvé ça ?» demanda Marco d'une voix grave, tenant la feuille des résultats comme si elle brûlait. « Ce n'est pas une huile curative. La base est huileuse, oui, mais elle est saturée d'un solvant industriel à base de toluène et de xylène. C'est ototoxique au plus haut degré. Tante, ce truc détruit les cellules ciliées de l'oreille interne de manière irréversible. C'est comme verser de l'eau de javel sur un nerf à vif. Quiconque utilise ça sur une personne est en train de la rendre sourde exprès. » Sofia sentit ses jambes flancher et s'assit lourdement. Elle avait raison. Ce n'était pas une maladie. C'était une torture chimique planifiée froidement. Isabella effaçait le sens de l'ouïe de Léo, goutte après goutte, avec la froideur d'un monstre. Maintenant, Sofia avait la preuve scientifique, le bout de papier qui criait la vérité. Mais la partie la plus difficile restait à venir. Elle devait retourner dans cette maison, affronter l'homme qui l'avait chassée et humiliée, et le convaincre que la femme qu'il aimait était un monstre sadique. Elle savait qu'Isabella ne se rendrait pas sans combattre. Cette femme utiliserait chaque arme, chaque mensonge, peut-être même la violence, pour ne pas être découverte. Sofia serra le rapport contre sa poitrine, sentant une nouvelle force naître du désespoir. Cette nuit même, elle retournerait à la Villa Moretti, non pas comme une domestique, mais comme l'ange vengeur d'un enfant qui ne pouvait pas crier à l'aide. Le règlement de compte était proche, et le silence était sur le point d'être brisé à jamais. Cette nuit-là, la pluie battait furieusement contre les vitres insonorisées du studio d'enregistrement, comme si le ciel lui-même voulait hurler la vérité que Ricardo ne parvenait pas à entendre. Le producteur était assis dans le noir, éclairé seulement par les LED de la table de mixage, le casque pressé sur les oreilles au volume maximum, essayant d'effacer la douleur avec des décibels de musique symphonique. Il n'entendit pas la porte s'ouvrir derrière lui, ni ne vit l'ombre trempée et déterminée qui s'allongeait sur le sol. Ce n'est que lorsqu'une main rugueuse et familière se posa sur le fader du volume, le baissant brusquement à 0,
que Ricardo sursauta, se retournant d'un coup, le cœur au bord des lèvres et la colère prête à exploser pour cette intrusion inacceptable dans son sanctuaire. Devant lui se tenait Sofia, trempée par la pluie, les cheveux gris collés au front et le souffle court de celle qui a couru contre la montre. Ricardo se leva, furieux, le visage rouge d'indignation. « Comment osez-vous entrer ici? Je vous ai renvoyé. Sortez tout de suite avant que j'appelle la police pour violation de domicile, » hurla-t-il, pointant le doigt vers la sortie. Mais Sofia ne recula pas d'un millimètre. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une gravité solennelle, celle d'un juge sur le point de prononcer une sentence capitale. Sans dire un mot, la femme renversa le contenu de son sac sur la précieuse table de mixage. Un sachet plastique avec un coton-tige gras, une photographie imprimée et une feuille de papier à en-tête d'un laboratoire chimique. « Je ne suis pas ici pour voler votre argenterie, Ricardo, » dit Sofia d'une voix qui tremblait non pas de froid, mais de colère contenue. « Je suis ici parce que vous êtes sourd, plus sourd que votre fils. » Elle poussa la feuille d'analyse contre la poitrine de l'homme, le forçant à la saisir. « Lisez, lisez ce que vous permettiez qu'on mette dans le corps de votre enfant chaque sainte nuit. » Ricardo, confus et secoué par tant de véhémence, baissa les yeux sur le papier. Les mots techniques dansaient devant ses yeux fatigués, jusqu'à ce que l'un d'eux le frappe comme un coup de poing en plein estomac. Autotoxique. Présence massive de xylène et de toluène. Dommages irréversibles aux nerfs acoustiques. Le monde autour de lui sembla s'arrêter, figé dans un instant d'horreur pure. Les médecins ont cherché la maladie dans la tête de Léo pendant des mois, insista Sofia, les larmes rayant maintenant son visage en se mêlant à la pluie. Mais le poison entrait par ses oreilles, goutte après goutte. Ce n'est pas une huile curative, monsieur. C'est un solvant industriel utilisé pour dissoudre les peintures. Cette femme, celle qui dort dans votre lit, a corrodé l'ouïe de votre fils comme l'acide corrode le métal. Ricardo sentit ses genoux céder. Il regarda la photo du marbre taché que Sofia avait posé sur la table. La connexion fut immédiate, violente, indéniable. Le rituel du soir, la porte fermée à clé, l'aggravation matinale. Ce n'était pas une maladie, c'était un crime. À cet instant précis, la porte du studio s'ouvrit à nouveau. Isabella entra, enveloppée dans un peignoir de soie couleur crème, un sourire perplexe affiché sur son visage angélique. « Ricardo, chéri, j'ai entendu des voix... »« Oh !» s'interrompit-elle, feignant un choc théâtral à la vue de l'ex-gouvernante. « Que fait cette criminelle ici ? Ricardo, appelle la police tout de suite, je t'en prie. J'ai peur qu'elle nous fasse du... mal. » Son jeu d'actrice était parfait, digne d'un Oscar, mais cette fois le public avait changé. Ricardo ne la regardait plus avec amour. Il la regardait comme on regarde un monstre surgi des abysses, avec un mélange de terreur et de haine qui lui faisait trembler les mains. Ricardo ne hurla pas. Son ton fut un murmure bas, dangereux, chargé d'une vibration létale qu'Isabella n'avait jamais entendue auparavant. « Un solvant, dans les oreilles d'un enfant de 6 ans, dit-il, soulevant le flacon que Sofia avait apporté comme preuve. Isabella blêmit. Ses yeux naviguèrent du mari à la gouvernante, calculant les échappatoires. « Mais de quoi parles-tu? C'est juste de l'huile d'amande et des herbes. Cette vieille folle a tout manipulé. Elle veut nous ruiner, » cria-t-elle, essayant de reprendre le contrôle de la narration. Mais Ricardo frappa du poing sur la table de mixage, faisant sauter les curseurs. Le son fut comme un coup de feu dans le silence de la pièce. « Assez de... mensonges !» rugit Ricardo, avançant vers elle avec le rapport médical serré dans son poing comme une arme. « J'ai lu les analyses, Isabella. Il y a ta signature chimique sur ce désastre. Tu as volé le son à mon fils. Je vis pour la musique, ma vie est d'écouter. Et toi, tu as apporté le silence de la mort dans ma maison, dans le corps de mon enfant. » Les mots sortaient comme de la lave, brûlant l'air entre eux. « Pourquoi? Bon sang, dis-moi pourquoi ?» Isabella recula jusqu'au mur, comprenant que le jeu était fini. Son masque de douceur fondit, laissant émerger le visage tordu et hideux de sa vraie nature. Ce qui se passa ensuite laissa les deux témoins sans souffle. Au lieu de pleurer ou de demander pardon, Isabella éclata d'un rire hystérique, froid et tranchant. « Pourquoi? Parce que j'en avais assez d'être seulement l'infirmière d'un gosse pourri gâté qui me détestait, » hurla-t-elle, crachant les mots avec venin. « Il était toujours entre nous. Je voulais qu'il ait besoin de moi totalement. S'il devenait sourd, il dépendrait de moi pour chaque petite chose. J'aurais été indispensable. Et toi,
Tu étais trop occupé avec tes symphonies stupides pour remarquer ta femme. J'ai fait ce que je devais faire pour assurer ma place dans cette maison. » La confession était d'une cruauté si banale et atroce que Ricardo resta pétrifié. Mais Sofia n'était pas restée à regarder. Tandis que le couple s'affrontait, elle avait fait la seule chose sensée. Elle avait appelé à l'aide. Au loin, le son croissant des sirènes bleues commença à pénétrer à travers les murs de la villa, un crescendo de justice qui s'approchait inexorablement. Isabella entendit les sirènes et la panique réelle prit le dessus. Elle essaya de faire un écart pour courir vers la porte, mais Ricardo, sortant de son choc, l'agrippa par le bras avec une force qu'il ne se connaissait pas. « Tu ne vas nulle part, grogna-t-il. Tu vas rester ici et regarder Léo dans les yeux pendant qu'il t'emmène. » Les carabiniers firent irruption dans le studio quelques minutes plus tard, guidés par Sofia qui désignait la femme en peignoir comme si elle montrait le diable en personne. La scène de l'arrestation fut chaotique et dramatique. Isabella hurlait, donnait des coups de pied, maudissait tout le monde, perdant chaque once de sa dignité aristocratique tandis que les menottes claquaient à ses poignets fins. Elle fut traînée dehors sous la pluie, criant que tout était une erreur, mais plus personne ne l'écoutait. Le rapport du laboratoire était déjà dans les mains de l'inspecteur-chef. La preuve était accablante. Le plan parfait de la belle-mère s'était effondré sous le poids d'une seule goutte d'huile analysée par celle qui n'avait jamais cessé d'aimer cet enfant. Quand la dernière voiture de police disparut dans l'obscurité, un silence irréel tomba à nouveau sur la villa. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de secret et de douleur. C'était le silence propre qui suit une tempête violente. Ricardo se laissa tomber sur la chaise de son studio, se couvrant le visage de ses mains, secoué de sanglots incontrôlables. La honte de n'avoir rien compris, d'avoir protégé le bourreau de son fils, le dévorait vivant. Sofia s'approcha lentement et pour la première fois cette nuit-là, son visage s'adoucit. Elle posa une main sur l'épaule de l'homme détruit. « Monsieur, » dit-elle doucement, « le poison est parti. Maintenant, nous pouvons commencer à soigner les plaies. Les vraies. Cette histoire intense vous plaît-elle? Votre j'aime est fondamental pour nous aider à créer d'autres contenus comme celui-ci. Laissez un like maintenant et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le grand final émouvant qui arrive. Et maintenant, retournons à la vidéo pour découvrir le destin du petit Léo. » Ricardo leva la tête, les yeux rouges et gonflés. Il regarda Sofia, non pas comme une domestique, mais comme la sauveuse de sa famille. « Pardonnez-moi, Sofia, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je l'ai cru et je vous ai chassé. Je ne me le pardonnerai jamais. » Sofia secoua la tête avec un sourire triste mais accueillant. « Ce n'est pas le moment du pardon, Ricardo. C'est le moment d'aller voir Léo. Il est réveillé, il a vu les gyrophares. Il a besoin de son père. Il a besoin de savoir que le monstre ne reviendra plus jamais. » Ensemble, l'homme riche et la femme humble sortirent du studio, unis par un seul but, remonter ses escaliers et serrer dans leurs bras l'enfant qui avait survécu au silence. Pourtant, alors qu'ils montèrent vers la chambre de Léo, une question flottait encore dans l'air. Quels dégâts avaient été causés? Le poison avait agi pendant des mois. Un enfant pouvait-il récupérer Louis après une telle torture chimique? Ou Isabella avait-elle gagné la dernière bataille, laissant Léo dans le silence pour toujours? La réponse à cette question définirait l'avenir de la famille Moretti et le chemin vers la guérison. S'annonçait long et douloureux. Mais pour la première fois depuis longtemps dans cette maison, il n'y avait plus de secret, seulement la dure et nue vérité prête à être affrontée. Les mois qui suivirent l'arrestation d'Isabella furent une période de lente et douloureuse reconstruction pour la famille Moretti, semblable au dégel après un hiver arctique. La villa, libérée de la présence toxique de la belle-mère, commença enfin à respirer, perdant cet air aseptisé d'hôpital pour redevenir un foyer. Les nouveaux médecins, choisis personnellement par Ricardo avec une méfiance désormais chronique, confirmèrent le diagnostic que tous craignaient, mais espéraient éviter. Les dommages aux fréquences aiguës étaient permanents. Toutefois, grâce à l'arrêt immédiat du poison, le reste de l'ouïe de Léo pouvait être sauvé et amplifié avec des prothèses auditives de dernière génération. Ce n'était pas le miracle complet dont Ricardo avait rêvé, mais savoir que son fils ne sombrerait pas dans le silence absolu suffit à le faire pleurer de soulagement, un pleur libérateur qui lava des mois d'angoisse. Léo, le petit guerrier, fit preuve d'une résilience qui laissa tout le monde sans voix. Avec ses nouveaux appareils auditifs colorés, qu'il appelait ses super-pouvoirs bioniques, il commença à redécouvrir le monde des sons, bien que de façon différente et plus ouatée qu'avant. La peur qu'il avait dans les yeux disparut.
remplacée par la lumière vive d'un enfant qui recommence à faire confiance aux adultes. Sa guérison ne fut pas seulement physique, mais surtout émotionnelle. Sans la menace nocturne des gouttes brûlantes, son sommeil redevint serein. Sophia était toujours là, son roc inébranlable, lui tenant la main pendant les séances d'orthophonie, célébrant chaque nouveau mot prononcé comme une victoire olympique. Ricardo, de son côté, subit une transformation profonde, presque spirituelle. L'homme arrogant et obsédé par la perfection acoustique était mort cette nuit-là, dans le studio, laissant la place à un père présent et humble. Il cessa de déléguer la parentalité, réduisit drastiquement ses engagements professionnels et s'immergea dans le monde de son fils. Il apprit la langue des signes avec un dévouement émouvant, non pour remplacer la voix, mais pour avoir un pont indestructible avec Léo. Il regardait Sophia avec de nouveaux yeux, non plus comme une simple employée, mais comme la femme qui avait sauvé ce qu'il avait de plus cher au monde, risquant tout pour eux. La gratitude se transformait lentement en quelque chose de plus profond et chaleureux. Une année passa, et les saisons emportèrent les mauvais souvenirs comme le vent balaie les feuilles mortes. La relation entre Ricardo et Sophia fleurit de façon naturelle, nourrie par l'amour commun pour cet enfant spécial. Il n'y eut pas de grandes déclarations théâtrales, mais de petits gestes quotidiens. Un dîner préparé ensemble, un regard de complicité au-dessus de la tête de Léo, une main effleurée par hasard qui restait serrée un peu plus que nécessaire. Sophia, qui avait cru être destinée à vieillir seule, se retrouva au centre d'une famille qu'elle avait contribué à refonder. La différence de classe sociale, qui un jour semblait un abîme, avait été comblée par le courage de la vérité. La scène finale de cette histoire nous ramène au studio d'enregistrement, mais ce n'est plus l'endroit sombre et solitaire du début. Maintenant, il est inondé de lumière, et à la place d'effroi, graphiques techniques, de grands moniteurs colorés projettent des visualisations artistiques des ondes sonores. Léo est assis au centre de la pièce, non pas sur une chaise, mais directement sur un énorme caisson de basse, subwoofer, recouvert de velours doux. Ricardo est à la console, mais il ne travaille pas pour un client célèbre. Il joue une composition écrite spécialement pour les fréquences basses, celle que Léo peut percevoir le mieux à travers les vibrations du corps. C'est une musique qui se ressent avec la peau et avec les os, profonde et enveloppante comme une étreinte. Léo rit, un rire cristallin qui remplit la pièce, tandis qu'il sent le rythme pulser à travers le sol et remonter le long de son dos. Il tient ses petites mains posées sur la caisse de résonance, écoutant avec le toucher, dans une synesthésie merveilleuse qui unit père et fils, dans une expérience sensorielle unique. Ricardo se retourne et croise le regard de Sophia, qui est appuyée contre le cadre de la porte, observant la scène avec un sourire radieux. À ce moment, la musique atteint un crescendo émotionnel, et Ricardo se lève, laissant la piste continuer à jouer, et va vers elle. Les mots ne sont pas nécessaires. Il la prend dans ses bras et l'embrasse, un baiser doux et plein de promesses, tandis que Léo applaudit joyeusement depuis son trône de basse. L'amour avait triomphé de l'obscurité, et la justice avait suivi son cours. Isabella était désormais un souvenir lointain, enfermée dans une cellule où le silence était sa seule compagnie, une punition poétique pour celle qui avait tenté de voler le son à un enfant. Dans la villa des Moretti, au contraire, la musique était revenue. Différente, peut-être imparfaite pour les standards académiques, mais infiniment plus belle parce que c'était la musique de la vraie vie. Le marbre de la salle de bain avait été remplacé, effaçant la dernière trace du poison, mais la leçon apprise resterait pour toujours. Parfois, pour entendre vraiment, on n'a pas besoin d'oreilles, mais d'un cœur capable d'écouter les cris silencieux de ceux qu'on aime. Et ainsi, alors que le soleil se couche sur Milan, teignant le ciel de rose et d'orange, nous laissons cette nouvelle famille unie, forte et heureuse. Ils ont découvert que le lien du sang est important, mais que le lien créé par le courage et la loyauté est indestructible. Léo ne récupérera jamais toute son audition, mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux, la certitude d'être aimé et protégé, et une maman de cœur qui a su voir le poison là où les autres ne voyaient que des médicaments. C'est la preuve que, même quand le monde semble s'effondrer, il y a toujours un espoir pour ceux qui ont le courage de se battre pour la vérité. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage émouvant. Maintenant, je voudrais connaître votre opinion sincère sur cette histoire. Selon vous, la punition d'Isabella a-t-elle été suffisante pour le mal qu'elle a fait, ou méritait-elle une
Condamnation encore plus dure? Et vous, auriez-vous réussi à pardonner à Ricardo son aveuglement initial? Écrivez-le dans les commentaires, je suis curieux de lire vos débats moraux. Si cette histoire a fait battre votre cœur et que vous croyez que l'amour vrai et la justice doivent toujours vaincre, laissez un beau like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de vie, de courage et de renaissance que nous publions chaque semaine. Écrivez en commentaire « La justice a vaincu » si vous êtes heureux pour le petit Léo et Sophia. Merci de nous avoir écoutés, je vous embrasse et à la prochaine histoire.